Merci d'être venu à notre conférence adopter1dev.com. Alors, on va faire un peu l'état de l'art des différents profils de développeurs aujourd'hui. Mais avant ça, on aimerait faire un petit disclaimer. Pendant les 20 prochaines minutes, nous allons massivement utiliser des stéréotypes, des généralisations, des raccourcis, afin de vous partager une vision assez humoristique du métier de développeur. Sachez également que le second degré sera omniprésent. À noter que vous n'allez probablement rien apprendre durant cette conférence. Oui, posez-vous des questions. Merci à vous. Merci à vous. Donc du coup, on va commencer par faire un petit, comme Stéphane l'a dit, un petit état de l'art du développeur dans l'histoire. Steph, merci. Donc du coup, on commence en 1930 avec Alan Turing, qui est un peu notre père fondateur à tous, qui est en fait un cryptologue et mathématicien britannique. Il est connu surtout pour sa participation pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'analyse, la crypto-analyse de la machine Enigma. Il a mené une expérience de pensée autour de la machine de Turing pour poser en fait les fondements des concepts de programme et de programmation. Que dire de plus ? C'est aussi la personne qui a participé au premier débat sur l'intelligence artificielle et qui a participé à la création des premiers ordinateurs. On va faire un bond de 30 ans. On va parler de la période de la guerre froide avec la NASA, la mission Apollo 11 en 1969 et on va parler de cette femme formidable, Margaret Hamilton, qui a été informaticienne, qui a été la première software engineer, c'est elle qui a même créé le terme software engineer et qui a été par la suite chef d'entreprise. Donc c'est grâce à elle et toute son équipe que la mission Apollo 11 a été un succès parce que la manière dont son équipe a pensé le système, notamment le système de priorisation des tâches, a permis de sauver et d'assurer la sécurité et la réussite de l'alunissage. Donc encore une fois, c'est un travail remarquable de se dire qu'on est passé d'une approche assez mathématique avec Alan Turing à quelque chose où on parle vraiment d'ingénierie. Et ensuite, on voit d'ailleurs que le travail est littéralement représenté avec cette fameuse photo très connue du code du projet Apollo qui fait la taille de Margaret. Du coup, dans les années 70, là, on va quitter tout ce qui est développement basé sur l'armée, donc la NASA, etc., conquête spatiale. On va plus être sur le divertissement, donc avec le premier jeu vidéo vraiment connu qui est Pong. Donc premier jeu vidéo connu parce qu'en fait, il y a d'autres jeux vidéo qui existent avant ça, mais celui-là, c'est vraiment le premier à être vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, qui a même été mis sur console de salon et qui vient derrière apporter d'autres entreprises qui rentrent dans le game, entre guillemets. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi sur la conception de Pong, c'est assez intéressant. Donc, c'est un peu les prémices, entre guillemets, de l'agilité. Avec, du coup, le développeur qui est arrivé sur le projet, qui a commencé d'abord à s'entraîner sur la conception d'un jeu vidéo. Donc, ça n'avait pas pour but d'être commercialisé au final. Donc, ils s'est entraîné dessus et itérativement, ils ont rajouté des fonctionnalités et ils sont arrivés à une version qu'ils ont décidé au final de commercialiser avec Atari. Donc, c'est devenu un succès mondialement connu. On va parler des années 1980 et on va parler de hacking notamment. Alors, il faut savoir que le hacking, ça existait déjà dans les années 1960. D'ailleurs, le mot hacking, aujourd'hui synonyme de piraterie, à la base, ça voulait dire bidouiller, expérimenter. Et c'était souvent les jeunes étudiants du MIT qui étaient dans ce domaine-là. Le premier hacker, c'est John Draper. Et ça n'a pas du tout été dans le domaine de l'informatique, ça a été dans le domaine de la téléphonie. Il faut savoir qu'à l'époque, quand on passait un appel, le paiement émettait une sorte de bip, un signal très distinct. Et John Draper, alias Captain Crunch, c'est son handler de hacker, avait remarqué ça et il a essayé de comprendre comment ça fonctionnait et il s'est dit mais si j'arrive à reproduire ce son qui notifie qu'en fait le paiement est fait, alors j'ai pas besoin de payer. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, il a créé un sifflet qui lui permet de passer gratuitement des appels longue distance. Et en fait, donc ça existait depuis 20 ans, mais ça a vraiment été médiatisé dans les années 1980 parce qu'il y a eu énormément d'événements. En fait, il y a eu un enchaînement, une énumération de choses qui s'est passé. Je vais vous en citer 3-4. Le premier, en fait, c'est tout simplement Kevin. Si tu peux me rappeler le nom, s'il te plaît. Tu l'as pas? Yes.
Kevin Poulsen, merci. Kevin Poulsen. Alors lui, ça a été le premier à s'introduire dans un système de l'armée américaine. Donc lui, il s'est juste limité à prouver en fait le fait qu'il était capable de s'introduire dans le système, mais il n'a rien fait de plus. Juste après, on a eu Karl Korh, qui lui est allé un peu plus loin. Donc il a pénétré un système informatique américain, un réseau même entier, et il a remarqué qu'il y avait des données très intéressantes, et c'est la première fois qu'une vente de data s'est faite, et il a vendu ça au KGB. Ensuite, on a eu un écrivain. Cet écrivain-là, il s'est focalisé en fait sur la remarque que le hacking, ça devenait quelque chose de très intéressant, dans le sens où ça pouvait rapporter de l'argent, ça pouvait faire perdre de l'argent, ça mettait en péril certains systèmes de sécurité. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle La piraterie de l'informatique, le guide de la sécurité informatique. Donc là, il y avait vraiment une volonté de vulgariser tous les systèmes de protection, tous les systèmes de hacking, et de donner les moyens, les clés, en tout cas les concepts clés, pour s'en préserver. Et il y a eu un dernier média, donc le cinéma, avec War Games, en 1983, qui en fait suivait l'histoire d'un hacker qui, lui aussi, a réussi à pénétrer dans un système informatique américain. Vous remarquez que l'armée est énormément au centre du goût des hackers, parce qu'à l'époque, c'était eux qui avaient le plus de data. Donc du coup, dans les années 90, c'est l'avènement de l'open source. Donc en 1991, on a Linus Torvalds qui va fonder Linux, qui est un système d'exploitation libre et gratuit, ressemblant au système actuel du coup payant basé sur Unix. En 1991, on a aussi la première version de Python qui a été publiée. Après, là, du coup, je vais lire des dates un peu pour juste montrer qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses. En 93, on a des systèmes d'exploitation open source, dont FreeBSD. En 95, PHP, Ruby, Apache. Et en 99, OpenOffice. En fait, en gros, ce qu'il faut retenir de cette époque, c'est qu'on en a un peu marre des systèmes propriétaires qui sont payants, il faut toujours renouveler la licence, etc. Donc du coup, les développeurs de ces années-là ont décidé de plus partager, de se mettre en communauté afin de promouvoir l'open source pour améliorer leur travail du coup, au jour le jour. Comment parler des années 2000 sans parler de la mobile app? L'idée, c'est qu'il y a eu deux choses qui ont contribué à l'explosion des devices qu'on connaît aujourd'hui, donc des smartphones. C'est la création par Apple, qui est là maintenant la définition actuelle de ce qu'est un smartphone pour nous, et la popularisation de l'Internet haut débit. Et ces deux éléments-là, en fait, ça a complètement changé notre manière de récupérer et de consommer de l'information. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait nos ordinateurs bureautiques, donc nos ordinateurs de bureau, et avec l'arrivée des smartphones, on a commencé à se dire, ok, l'information, je peux la consommer n'importe où, je peux la consommer de manière mobile, donc avec les laptops, les smartphones, et plus tard les tablettes. Et ça voulait dire qu'il fallait changer la manière dont on représentait cette information, et donc pour ça, il fallait créer des applications mobiles, et donc ce besoin-là a engendré les développeurs mobiles. Donc dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir la data, c'est avoir le pouvoir. Donc c'est une richesse massivement exploitée par les entreprises. Donc on peut aussi voir l'impact de la data sur le marché, aussi bien boursier que e-commerce, etc. Donc les entreprises les utilisent pour faire des pubs. On peut voir aussi que d'autres personnes ont plus ou moins d'influence, comme Kylie Jenner avec son tweet sur Snapchat qui dit en gros Snapchat c'est nul, l'action de Snapchat s'effondre, donc l'entreprise au bord de la faillite. On peut aussi le voir avec du coup l'entreprise Cambridge Analytica qui est assez connue, qui avait exploité des données de millions de personnes sur Facebook afin d'influencer les résultats du référendum du Brexit et de l'élection de Donald Trump. Du coup, derrière ça, on a une nouvelle loi qui émerge, une loi européenne qui est la RGPD. Maintenant qu'on a parcouru l'histoire des développeurs, du métier de développeur, on va maintenant dresser les différents profils, d'après nous, les profils les plus intéressants. On a le hacker, voilà. J'en parlais tout à l'heure. C'est un peu le tryharder, le hacker. Il va avoir envie de se donner des challenges, il va vouloir envie de dépasser ce qu'on lui fait consommer. Et il va se dire, ok, moi j'ai envie de comprendre comment fonctionnent les choses, j'ai envie d'aller plus loin. Et pour la petite anecdote, la phrase qu'on a mis compile l'OS sur sa machine,
C'est parce qu'en fait, j'avais une connaissance en DUT, donc qui était vraiment d'une pensée incroyable. Il a pris le kernel de Debian, il l'a compilé sur sa machine, il l'a fait fonctionner sur son smartphone qui était à l'époque un Samsung Galaxy S2. Et il me montre, il me fait « T'as vu ça, c'est incroyable, j'ai réussi à le faire démarrer sur mon smartphone. » Je lui dis « Ok, c'est cool, pourquoi t'as fait ça ?» Et là, il m'a répondu quelque chose de très intelligent. « Bah parce que je pouvais le faire. » Donc on voit que le hacker, c'est quelqu'un qui a envie de se donner des challenges. Il va tellement se donner des challenges que parfois il va dépenser des limites un peu morales, éthiques, des choses même légales, hein, souvent. Et ça montre qu'il n'a pas les mêmes concepts d'éthique sur ça, il a juste envie de se prouver à lui-même et de prouver aux autres qu'il est capable d'aller plus loin. Donc il y a le développeur back-end, donc c'est celui où on ne voit pas ce qu'il fait. C'est la personne qui n'a pas forcément la reconnaissance au final, bah oui, parce qu'en fait les call rest on les voit pas. Ouais, c'est factuel, la triste réalité. Hein. Ouais. Et, donc du coup, par contre, bon, c'est le développeur qui a la vision sur les workflows, c'est le développeur qui sait interpréter les données, quoi. Il a une bonne connaissance. Qui dit back-end dit forcément front-end. Voilà. Le développeur front-end, c'est celui qui va un peu rager sur le CSS, quoi, hein. Après tant d'années, ça le fait même baliser par moment. Yes, merci. Merci. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le développeur front-end, c'est lui qui va nous exposer à la représentation visuelle d'un produit ou d'une application. C'est le fruit de son travail, avec bien sûr le designer, hein, bien entendu, qui va aboutir à, voilà, l'application, moi quand je la vois, je vois ça, je vois son travail. Donc le développeur full stack ou la rockstar du dev. Donc il sait tout faire parce qu'il n'a pas le choix. C'est souvent vrai. Il a tout vu dans sa carrière. Il a de multiples connaissances, pas forcément parce que ça fait longtemps qu'il travaille. Hein. C'est quelqu'un qui a vu le meilleur comme le pire, surtout le pire. Et donc du coup, on peut l'appeler aussi un peu le couteau suisse. Donc il va développer sur de l'application, sur des scripts, sur des plugins. Il va faire aussi parfois de l'infra, des extensions. Enfin bref, il se débrouille dans tous les domaines. Et du coup, on lui demande de faire tout et n'importe quoi en général. Arrive le développeur mobile. Alors il faut savoir qu'avec Emeric, on a longtemps hésité sur ce qu'on allait mettre sur cette slide-là. Parce que le développeur mobile est un peu dans une zone floue. Finalement, c'est du front-end. Mais quand tu vas venir voir un développeur mobile et que tu lui dis « Mais tu fais du front-end », il va te dire « Non, non, je fais une web app en fait. Je fais une mobile app, pardon. Ça n'a rien à voir. » Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est quand même un monde à part. Il faut le dire. Au niveau de son comportement, le développeur mobile, il va être très minutieux parce qu'il va mettre à cœur la responsiveness. Il va vouloir absolument que ça fonctionne sur tous les devices et souvent il va se retrouver avec une table remplie de tablettes, de téléphones à toutes les dimensions, toutes les résolutions. Donc le data scientist, le développeur qui parle en formule et en équation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a en fait du mal à le comprendre et que bon, voilà, tous les problèmes, il les retranscrit de manière mathématique. Les solutions, les problèmes, les maths, c'est son truc, quoi. Le bricoleur, le MacGyver. Alors lui, il est très autonome, il est très déterminé. Le mec, sa baraque, il l'a complètement automatisée, elle est domotisée de fond en comble. Au niveau IoT, Arduino, Raspberry, il sait tout faire. Il va souvent aussi mettre les mains dans le cambouis, il va toucher aussi à ce qui est électronique, bien sûr, et il va être au fond des forums les plus obscurs pour chercher la dernière mise à jour pour son driver. Et la plupart du temps, on ne sait pas souvent pourquoi, mais il a une imprimante 3D chez lui. Voilà. Et il y a les autres. Donc là, maintenant, on va vous présenter le monde vu par le développeur. Donc comment il voit les personnes qui gravitent autour de lui au sein d'une équipe. En tout cas, la perception qu'on s'en fait. Ouais, la perception que nous, on s'en fait en tout cas, voilà. Donc il y a le business analyst vu par le développeur. Donc le business analyst, c'est la personne qui va demander de développer une nouvelle fonctionnalité, évidemment.
Et une fois qu'elle sera développée, qu'elle est finie, qu'elle est testée, il va la regarder, il va dire « Ah, c'est bien, mais en fait, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose d'autre à la place. » Le one more thing. Le one more thing, quoi, voilà. Ensuite, il y a le testeur. Donc, voilà, le testeur vu par le dev, c'est la personne qui va venir avec de bonnes intentions tester son application, appuyer sur un bouton et tu sais pas pourquoi il y a ton conteneur qui crache, mais voilà. Le chef de projet, ou le project manager, alors lui, il est dans l'idée que ce serait bien de pouvoir mettre quand même cette feature-là d'ici la fin de la semaine. Voilà. Il n'a pas forcément la même notion du temps que toi. Et bien sûr l'infra ou l'ops. Voilà. La photo est assez représentative. Docker, Kubernetes, c'est son quotidien aujourd'hui. Et il a toujours un écran sur lequel il y a un Kibana qui tourne, histoire de monitorer. Et là, du coup, il y a le dev vu par le dev. La représentation qu'on en fait souvent est assez pessimiste entre nous. C'est la personne qui va forcer de pousser son code avec Git, quoi, et tout casser derrière. Voilà. Il est à la fois créateur et destructeur de son travail. Et là, c'est une vision un peu plus globale, un peu plus résumée. Voilà. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Là, on a fait l'énumération des différents profils qu'on a vus aujourd'hui. Et d'après vous, qu'est-ce que ça va être le dev de demain? Alors, on a quelques idées d'axes, hein, mais l'idée, c'est qu'on va vous donner un lien sur lequel vous allez vous connecter et vous allez pouvoir proposer plein de mots-clés, autant que vous voulez. On a donc l'axe des technos qu'il pourra utiliser, ou alors les types de projets dans lesquels il bossera, le mood dans lequel il sera, satisfait ou moins. Voilà, donc... oh, pardon. Est-ce que tu peux juste aller sur l'autre onglet? Ah, c'est bon, c'est parti. Le même. Voilà. Donc on se laisse 1 minute. Ouais, on voit spécialisé, on voit du remote, ouais, du remote working. On voit maître du monde. On voit l'enfer. Ouais, on voit qu'on a des avis divers et variés. Hein. On retrouve pas mal de choses. On retrouve DevOps, on retrouve intelligence artificielle, le Yoda aussi. Voilà. Moins barbu. Ça doit être pour les Ops, je pense. On va s'arrêter là. Tu peux revenir sur le slide. Merci à tous pour votre participation. Tu peux faire échappe. Et... ça doit être ça. Ouais. Voilà. Merci à tous.